L'ambiance des puces m'attirait. Dimanche, c'est une autre clientèle, mais le samedi matin, c'est des chineurs, c'est des vrais amateurs, des collectionneurs. Parce qu'historiquement, la rue Saint-Honoré jusqu'au Palais était chargée d'ateliers, de réparation, de fabrication. À un moment donné, on avait beaucoup de princesses qui descendaient avec leur garde du corps. Là, j'ai compris que c'était là qu'il fallait être. Bonjour, je vous invite à découvrir des personnalités issues du monde discret et fascinant de la joaillerie et de l'horlogerie. Moi, je suis Shaima Tesser. J'aimerais vous convier aux discussions privilégiées que mes invités ont accepté de partager. À travers leurs récits, nous découvrons un métier, une personnalité, les codes d'un univers aux multiples facettes. Et si on prenait le temps de s'écouter ? La rue Saint-Honoré grouille. C'est l'heure des cadeaux. Les sapins scintillent de mille feux de la place Vendôme. Imaginez-vous dans l'un de ces beaux salons de joaillerie, au crépuscule, essayant le bijou de vos rêves, accompagné de quelqu'un que vous aimez. Durant cette balade, je vous emmène au 233 rue Saint-Honoré, chez Miller, à la rencontre de Karine et de Sarah, mère et fille. Expertes, elles achètent et vendent des bijoux signés auprès d'une clientèle très fidèle depuis 30 ans. On a parlé des débuts de Karine aux puces, comment se lancer en tant qu'indépendant, combien faut-il, l'arrivée de la concurrence de la seconde main digitale et bien d'autres anecdotes. Je vous laisse découvrir ces jolies voix douces, Karine et Sarah Miller. Ça commence en 1985. Alors, passionnée par les bijoux, passionnée par les pièces anciennes, par les antiquités. J'ai toujours, étant petite, ayant découvert les puces par mon père, qui m'y avait emmené une fois ou deux, j'ai toujours voulu y aller tous les week-ends. J'adorais chiner, j'adorais toutes les blimbloteries, toutes les choses un peu brillantes, les vêtements anciens et bien sûr les bijoux, le mobilier, l'ambiance des puces m'attirait. Et je me suis naturellement portée dans mes études vers l'histoire de l'art et l'archéologie. C'était une passion. J'aurais voulu être archéologue, mais mon père m'a simplement remis sur des idées plus matérialistes en me disant qu'une femme avait un peu de mal à gagner sa vie sur les chantiers de fouilles et puis que la vie de famille, il fallait oublier. Donc je me suis dirigée vers des études de gémologie et d'histoire de l'art. Et je suis partie aux États-Unis faire mes études. C'est pas commun à l'époque quand même de partir aux États-Unis. Non. En 1981, je suis partie à Los Angeles, donc au GIA, qui m'a donc donné, on va dire, toutes les connaissances de base sur le diamant et sur les pierres de couleur. Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous arrivez aux États-Unis ? Vous apprenez la passion, le diamant ? En plus à Los Angeles, qui est quand même une ville un peu particulière. Quel état d'esprit ? Bon, on l'a découvert d'abord parce qu'effectivement, à cette époque, peu de jeunes partaient à l'étranger faire leurs études, ce qui aujourd'hui est devenu beaucoup plus commun et courant dans les familles. Mais c'est vrai que j'avoue que je tire mon chapeau à mes parents qui à l'époque m'ont laissé partir seule pour faire ces études. Bon, ils m'ont accompagnée, ils m'ont installée. À Los Angeles, malheureusement, alors à l'Institut de gémologie, il y avait pas de campus, donc il fallait trouver un logement à l'extérieur, ce qu'on appelle aujourd'hui un partage d'appartements. Coloc. Voilà, coloc tout simplement. Mais à l'époque, c'était moins... Enfin, là-bas, c'était une obligation, donc ils sont venus avec moi, on a cherché cet appartement, on a pris une voiture, et puis voilà, j'ai fait mes 8 mois d'études. C'est excitant, hein ? C'est très excitant, c'était passionnant. Donc j'ai travaillé comme une malade, comme jamais j'ai bossé pour des études, d'abord parce que c'est en anglais, tous les termes de gémologie, les termes spécifiques à cette spécialité. Et puis bon, ça s'est fait, quoi, pas de problème. J'ai eu mon diplôme. Et quand je suis rentrée en France, j'ai travaillé chez un diamantaire. J'ai travaillé également ensuite chez un marchand de bijoux anciens, bijoux d'occasion rue Saint-Honoré, chez la maison Oxeda, voilà, qui n'existe plus. Non, au 390 là-bas, en face de l'église polonaise. Ouais. Mais bon, j'ai appris beaucoup chez eux. C'était des vieilles personnes qui avaient vraiment déjà derrière eux 50 ans de métier. Donc vraiment, ils étaient au bout de leur eux-mêmes de leur propre vie d'activité. Eh bien, un jour, je me suis sentie prête à partir et à me lancer. Donc, mon père, à ce moment-là, était disponible parce que lui avait changé d'activité. Et on s'est installé aux puces, au marché Biron, en 1985, tous les deux. Voilà. La boutique s'appelait Les Authentiques. Sarah, Les Authentiques. Les Authentiques, oui. D'accord. Ce qui avait à l'époque beaucoup choqué tous les bijoutiers. Il n'y avait pas beaucoup de bijoux anciens à Biron.
C'était plus du mobilier, mais la boutique était faite comme une vraie boutique, pas un stand juste où on lève le store et tout est là. Une vraie boutique avec une vitrine, avec une porte bien fermée et tout. Il fallait sonner pour rentrer, donc ce qui était quand même pas le cas c'est pas le cas dans les puces. Tout de suite, vous vous démarquiez en fait. Oui. Ah ouais. Puis tous les marchands de bijoux dans le coin, ils sont venus nous voir en disant quoi ? Nous, on n'est pas authentiques. Vous êtes authentiques. Il y a eu, parce que ça vient de titiller. On a eu des remarques. On est authentiques en fait. Bon voilà, c'était un joli début et on a bien développé. On s'est lancé tous les deux. Comment on commence au début ? Parce que voilà, moi je suis avec certaines amies qui parfois veulent se lancer et se disent mais il faut des fonds, il faut ci, j'y arriverai jamais toute seule en tant que femme, il faut de la trésor. Oui. Comment au départ on se dit bon, on commence par où ? Un bijou ? Dans ce métier, de toute façon, il faut des fonds. Ça, c'est sûr. Mon père était en évolution, en changement d'activité. C'est vrai que ça a été mon financier, on va dire. Et moi, un peu plus la connaissance. Bien qu'en sortant fraîchement des études, je peux pas dire que j'en avais beaucoup dans le domaine des prix des bijoux. Oui, j'étais capable de reconnaître un rubis, un synthétique d'un naturel, idem dans toutes les pierres. Mais mettre un prix sur un bijou, là, ça devient plus pratique, la pratique. Et la pratique, on l'acquiert sur le terrain, à Drouot. En suivant les ventes. En suivant un peu les ventes, en suivant son instinct, en se disant, bon, aujourd'hui, le monde est différent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, essayer de trouver des choses qui sortent du lot, qui soient différentes, parce que finalement, avec Internet, tout le monde sait tout sur tout, et il faut essayer de se démarquer, en fait, aujourd'hui. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, on trouve tous les prix facilement. Mais avant, il fallait se déplacer. Voilà. Ouais. Chez Oxeda, vous aviez appris un peu les prix ? Oui, je les avais, ça met du temps quand même, mais ça met beaucoup de temps. Pour se dire, telle pièce, je la payerai bien ce prix-là, et ce prix-là va me permettre de gagner quelque chose. À la rigueur, on peut se dire dans la tête, ok, je le paye ce prix-là, je trouverai toujours le même prix à revendre. J'ai pas d'argent à perdre. Si j'ai pas d'argent à perdre, à la rigueur, on peut se lancer. Mais il faut être sûr aussi. Donc, par exemple, il faudrait combien pour commencer aujourd'hui, vous ? En euros, oui, en euros, bien sûr. J'aurais tendance à dire. Après, il y a aussi, est-ce qu'on veut démarrer avec un stock de petits bijoux de charme, genre la petite bague Toi et moi, la petite bague Duchesse, les petites boucles d'oreilles dormeuses. Pour ça, avec 80, 100 000 euros, 150 000 euros, on peut déjà avoir un petit stock, mais c'est des petites choses. Des choses qu'on paye pas cher dans les ventes et qui parfois même se vendent en lot. Alors on peut démarrer une petite vitrine. Mais pour des pièces signées, là, il faut... Pour des pièces plus importantes, il faut mettre un bon zéro de plus, quoi. Plutôt 1 million. Pour démarrer. Pour avoir une belle vitrine. Pour avoir une belle vitrine. Ok, la boutique authentique, ça y est, se fait remarquer. Vous apprenez les prix petit à petit. Les clients viennent tout seuls ? Oui, parce qu'au puce, le samedi matin, vous voyez dévaler une quantité de personnes de tout bord, des Parisiens en jogging qui viennent acheter quelque chose et puis quand ils veulent se faire livrer, ils ont l'air de rien le week-end en jogging et puis vous allez les livrer dans la semaine, vous allez avenue Montaigne, vous allez avenue Foch, voilà. Donc voilà, c'est le genre de clientèle qui aime bien chiner, qui aime bien se mêler à la foule puisque finalement le samedi matin, dimanche, c'est une autre clientèle, mais le samedi matin, c'est des chineurs, c'est des vrais amateurs, des collectionneurs qui viennent voir chez les puciers toute la chine de la semaine, tout ce qu'on a, parce que finalement, l'idée, c'est qu'on est fermé toute la semaine. Tous les gens, que ce soit dans le tableau, dans le bibelot ou dans le bijou, on chine. On s'occupe de nos ateliers, mais on chine. On chine de la nouvelle marchandise. Et quand arrive le samedi matin, on déballe tout ce qui a été acheté dans la semaine. Et là, c'est vrai que vous avez les vrais chineurs, les collectionneurs. On s'est fait une grosse clientèle de marchands, c'est-à-dire d'autres professionnels installés en boutique qui venaient pour chiner chez nous. Et nous, au puce, on avait tendance à dire, on vient d'acheter, on vend, petite marge, petit bénéfice, il faut que ça tourne. On passe la main. On passe la main. Donc c'est pour ça que les marchands étaient vos clients. D'accord. Ouais. Que j'ai gardé encore aujourd'hui. Ils sont encore, que Sarah maintenant récupère au magasin chez Miller, oui, parce que ce sont des gens qui ont confiance en nous, qui savent que ce qu'ils achètent chez nous, c'est clean, c'est sain. S'il y a eu une réparation, on le dit. Si on a un doute sur quelque chose, un poinçon, quelque chose, on le dit. Mais voilà, donc quand ils achètent... C'est transparent.
Et le dimanche, c'était quelle clientèle? C'est toujours pareil? Oui, c'est toujours pareil. C'est plus des touristes, des étrangers, parce que ces gens-là sont plus dans Paris. Toutes les boutiques sont ouvertes dans Paris. À l'époque, en tout cas, aujourd'hui, beaucoup de boutiques sont ouvertes. Mais à l'époque, Paris était plus fermé. Et donc, c'est vrai que le dimanche, ça leur faisait une sortie. Ils venaient visiter les puces ou certains venaient pour leurs achats. Il y a beaucoup de touristes et effectivement, à un moment donné, on avait beaucoup de princesses qui descendaient avec leur garde du corps. On les voyait, elles étaient magnifiques. On s'imagine pas les princesses aux puces. Si, parce qu'en fait, d'abord, il y a un énorme choix d'antiquaires qui faisaient du Napoléon III ou Empire Napoléon III, c'est du bois doré. Et dans leur palais, elles adorent. Donc en fait, elles descendaient avec les décorateurs. Quand je dis elles descendaient, c'est parce que le marché Biron est un marché qui descend comme ça vers l'avenue de Saint-Ouen. Donc elles arrivaient de la rue des Rosiers et elles descendaient. Et on les voyait, elles étaient avec les décorateurs, avec les gardes du corps, et puis elles s'arrêtaient dans les stands de mobilier doré, quoi. Et donc ça, c'est vrai que le dimanche, c'était une autre clientèle. Puis l'après-midi, on avait plus du tout venant, des gens de partout qui venaient, soit de la province, soit des Parisiens, mais c'était commercialement moins intéressant. Je comprends que vous aimiez cette ambiance. C'est génial. Il y a vraiment quelque chose, en fait. Et toi, Sarah, tu as des souvenirs de cette époque? Je n'étais pas née. Si, j'étais née, mais j'étais toute petite. Toute petite. Trop jeune. J'y suis allée quelques fois avec ma mère, mais c'est vrai que pas assez souvent, je trouve. J'aurais aimé avoir plus de temps pour pouvoir moi aussi aller chiner. Mais c'est vrai que c'est super sympa comme ambiance. Et où est-ce que vous chiniez? Sans donner les adresses, mais comment ça fonctionne en fait? La semaine, en fait, bon nombre de bijoutiers traditionnels qui vendent du neuf ont parfois des clientes qui rentrent et qui ont un bijou ancien de famille qu'elles veulent transformer, remonter ou tout simplement vendre pour acheter autre chose. Ces gens-là sont pas, premièrement, toujours capables, non pas parce que ils n'ont pas la connaissance des prix, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, ils ne sont pas toujours capables de faire une offre immédiate à leurs clientes. Et deuxièmement, ils n'ont pas toujours la capacité aussi technique de reconnaître. Ils vont reconnaître une belle pierre, mais de savoir si, par hasard, sur telle broche, la pierre de centre, jolie pierre rouge entourée de diamants, si la pierre rouge est un rubis naturel ou synthétique. Or, dans l'histoire de la broche, si elle date de la fin du 19e, un joueur dans la famille de la personne a pu changer le rubis pour une synthèse et se servir de cette pierre pour aller jouer sur les tables de casino. Nous, des histoires comme ça, on en a eu. Donc, oui, ça arrive souvent, aux dépens de la famille, sans que personne ne le sache. Donc, la petite dame qui arrive avec sa jolie broche et qui pense en tirer un bon prix, si le bijoutier n'a pas la connaissance, parce que ce sont les bijoutiers, bien souvent, ils sont installés, ce sont des commerçants, ils ont des notions de base, mais ils n'ont pas toujours la connaissance gémologique que nous, on a acquis à travers l'étude des pierres au GIA. Et donc, en fait, ils ont besoin de gens comme nous qui sommes un peu plus experts dans ce domaine-là, pour leur dire, attention, où il y a eu une soudure, où elle a été remontée, c'est un bidouillage. Bidouillage veut dire un remontage de plusieurs pièces ensemble, où la pierre de centre est fausse, ou ceci ou cela. Donc en fait, à force de les démarcher, ces bijoutiers, il y en a certains qui nous appelaient systématiquement pour nous dire, voilà, j'ai une cliente, elle m'a déposé un petit lot, il y a un collier en or, une broche et une bagarre déco. Il faut faire une proposition parce qu'elle veut m'acheter autre chose, ou elle veut démonter sa bagarre déco magnifique que j'ai pas du tout envie moi de démonter, et elle veut récupérer les diamants. Dans ces cas-là, il faut trouver une astuce pour lui racheter sa bague et faire en sorte que le bijoutier puisse offrir autre chose à sa cliente. Vous devez en avoir plein des histoires. Oui, il y en a plein. En 30 ans, 35 ans de métier, il y en a beaucoup. Pour revenir à une pierre changée, c'est vrai que on a souvent le cas de dames qui viennent avec leur solitaire des années après. Et en fait, c'est vrai que la pierre du centre n'était plus un diamant, mais un zircon ou autre, une belle imitation de pierre. Voilà, ça peut arriver parce que c'est gênant, du coup, à une période, les maris peut-être soit joueurs, soit autres, ça peut arriver que les pierres aient été changées. C'est fou. Ouais.
enfin, ou était fausse au départ sans que forcément oui, c'est vrai, la femme ne le sache. Femme, elle ne peut pas le savoir. Puis alors aujourd'hui, avec les pierres d'imitation, mais de grande qualité, c'est encore plus compliqué parce que dans le temps, on avait des pierres relativement de moindre qualité, mais aujourd'hui, les pierres d'imitation imitent vraiment le diamant. Vous en voyez passer certaines ? Des moissonnites, oui, des oxydes de zirconium, des moissonnites, des diamants de synthèse, oui, bien sûr, il y en a. Qu'est-ce que vous pensez du diamant synthétique ? J'en profite puisqu'on en parle. En fait, aujourd'hui, on n'achète pas sans passer par le laboratoire pour justement éviter de se retrouver avec un diamant synthétique. Car c'est un diamant, 100%, 100% carbone, mais c'est vrai qu'on est complètement contre, nous, personnellement. On reste sur le diamant naturel. Et c'est vrai que pour éviter... parce qu'à l'œil nu, c'est très compliqué, c'est même impossible de le savoir. Donc, on n'achète plus sans passer par le laboratoire. Non, parce que c'est vrai que maintenant, le métier change tellement que peut-être que des marques, dans quelques années, se diront, dans un élan de traçabilité, des choses comme ça, on verra, mais... Ouais, ça serait une grosse erreur. Néanmoins, si on regarde un peu l'histoire de la perle fine et de la perle de culture, quand Monsieur Mikimoto a innové et a finalement découvert la possibilité de fabriquer des perles, il a révolutionné le marché de la perle, puisque avant, au 19e, jusqu'en 1908 ou 9, enfin voilà, la date officielle d'existence des perles de culture, les femmes ne portaient que des perles fines, donc naturelles, trouvées dans la mer. Bon. C'est vrai qu'à l'époque, moi j'ai relu des gazettes où on voit les perliers de la rue Cadet ou de la rue Lafayette où ils étaient tous regroupés. Les perliers sont vent debout parce que ça modifie toute leur perspective de travail, un peu comme nous aujourd'hui avec le diamant synthétique quand même, ça crée une petite révolution et personne ne sait trop ce que ça va donner. Mais ça existera toujours, probablement pour un secteur de la joaillerie à moindre coût. Et c'est pour ça que, pour rebondir sur ce que vous disiez, ils auraient tort, mais je ne pense pas que les grands joailliers se mettent au diamant synthétique. Après, comme vous dites. Oui, si. Donc, pour ce qui est de l'occasion, comment en fait aujourd'hui, comment vous avez gagné cette notoriété par le travail, l'expérience ? Est-ce qu'il y a un secret pour se démarquer ? C'est vrai que du coup, Saint-Honoré, c'est en 1989. Vous avez eu cette opportunité d'ouvrir cette boutique. Voilà, donc en fait, vous êtes encore au puce et qu'est-ce qui se passe comment vous arrivez rue Saint-Honoré ? Ayant travaillé, moi, chez Oxeda, donc rue Saint-Honoré, je la connaissais bien et je savais que c'était... Parce qu'historiquement, la rue Saint-Honoré était... Vous aviez les grands joailliers place Vendôme, vous aviez la rue Saint-Honoré jusqu'au palais, on appelait ça le palais, c'est-à-dire tout ce qui entoure le palais royal, toutes ces petites rues étaient chargées d'ateliers, de réparation, de fabrication. C'était vraiment très sectorisé. Et donc vous aviez la rue Saint-Honoré qui était plus remplie de marchands qui rachetaient de l'orfèvrerie, des icônes. Moi, quand je me suis installée, on était encore... peut-être une petite dizaine à faire, soit du bijou, soit de l'orfèvrerie, de la chavante, bien sûr, soit des icônes russes. Et tout ça, ce sont des gens qui étaient là, des boutiques qui étaient là depuis le début du XXe siècle. Donc vraiment, la rue Saint-Honoré plus à Chavante, le palais, les ateliers et la place Vendôme, les boutiques de haute joaillerie. Avec les créateurs, il y a eu Schiaparelli, ce qu'on connaît sur toute la place. Avec Boucheron, Van Cleef, ils étaient là déjà début du XXe. Donc en fait, vraiment, là, quand j'ai travaillé chez Oxeda, j'ai compris que c'était là qu'il fallait être. Et quand on a passé 85 opus, 89, j'ai commencé, 89 la création de Miller, mais j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui pouvait se racheter comme fonds. On a trouvé donc l'emplacement Miller en 89 et il n'était pas question de céder l'un pour s'installer dans l'autre, il fallait vraiment pouvoir avoir les reins assez solides pour avoir un stock
présentable rue Saint-Honoré. Donc, on a continué les puces jusqu'en 96. On a gardé les deux, ce qui fait que le week-end, mon père et moi, avec une collaboratrice, on se partageait la charge d'être aux puces. Et la semaine, une partie du stock des puces venait à Saint-Honoré pour fournir la vitrine. Parce qu'on n'avait pas non plus... on n'a pas commencé avec des millions de francs à l'époque devant nous. Donc, il fallait gérer le stock un peu sur les deux boutiques. C'était du sport. Oui, parce qu'on se trimballait le dimanche soir ou le lundi soir quand on fermait les puces avec des confiés. Entre nous, on se faisait des confiés et puis la marchandise allait de l'un à l'autre, quoi, avec un certain... Bon, on faisait attention, mais bon, il y avait un certain danger quand même. Ouais. Il y avait moins de système logistique qu'avant. Oui. C'était vraiment à la main, le papier, la mémoire. Ouais, absolument. Ouais. Et bon, alors, on a quand même pas mal démarré. Et puis, bon, dès qu'on a senti qu'on a eu les reins assez solides, on a revendu la boutique Les Authentiques à notre... un petit peu, mais on l'a vendue à notre collaboratrice qui nous aidait à l'époque et qui, elle, voulait se lancer. Et donc, on lui a fait un crédit et puis elle a payé tranquillement. Et puis la boutique a continué pendant pas mal d'années derrière, ce qui nous a fait plaisir. Ah oui, toujours au même nom ? Oui, elle a gardé, c'était un nom d'enseigne, c'était pas le nom de la société, donc elle a gardé l'enseigne. Ouais, on lui a laissé, on lui a tout laissé. D'abord, on était en bon terme avec elle, et puis en plus, on va dire quelque part, ça nous faisait plaisir que la boutique continue à vivre après nous. Oui. Et alors après, l'arrivée rue Saint-Honoré, c'est quelque chose. Vous êtes là où vous vouliez être, ça y est. Oui, tout à fait, absolument. C'est une jolie étape. Oui, on était contents, on était bien et puis soulagés surtout d'avoir un peu moins de charge de travail. Et finalement, avec mon père, on a évolué gentiment. Et la clientèle t'a suivi surtout de Biron à rue Saint-Honoré, une clientèle assez fidèle qui est restée fidèle même en ayant changé d'emplacement. Encore aujourd'hui, j'ai certains enfants de clients ou certains clients un peu âgés bien sûr, mais qui continuent à venir nous voir, qu'on a connus aux puces. Ce métier, quand même, la fidélité, c'est quelque chose qui est... C'est essentiel. Il y a des années, quand il y a eu la crise des subprimes en 2008, il y a eu quand même des baisses de chiffre d'affaires. Enfin, il y a eu des périodes plus ou moins difficiles sur toutes ces années. On s'est toujours dit, heureusement qu'on a une clientèle. Et heureusement qu'on ne démarre pas aujourd'hui. Il y a eu des périodes difficiles et même rue Saint-Honoré, ça se sentait, quoi. Donc, comment on remonte de ces périodes difficiles ? On attend que ça passe et... Ouais. Bon... Aujourd'hui, il y a Internet et les sites et la possibilité d'être en contact très rapide avec les clients. Sarah en parlera beaucoup mieux que moi puisque tout ce qui est réseaux sociaux, c'est elle qui a mis ça en place au magasin. Moi, c'était pas mon époque, mais c'est sûr que fallait juste être là et être toujours présent, prêt à gérer le client, à s'en occuper. Enfin, voilà, on n'a pas compté nos heures dans des périodes difficiles. Fallait être là, c'est tout. Vous venez d'écouter la partie 1 de cet échange. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour la deuxième partie et la suite de notre discussion. À très vite. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Ils sont disponibles sur le site precioustalk.fr ainsi que vos plateformes d'écoute préférées comme Apple Podcast ou Spotify. Pour être certain de ne pas les rater, abonnez-vous à la newsletter ou sur les réseaux sociaux, Precious Talk Podcast sur Instagram ou sur ma page LinkedIn. À bientôt.